Est-ce que tu m'as donné l'option pour... oui, ça devrait fonctionner. Oui, parfait. Alors, comme Geneviève a dit, moi, j'ai une compagnie qui s'appelle Athlete Recruiting Center, puis on aide les familles à gérer c'est quoi les règles académiques pour aller jouer dans les universités canadiennes et américaines. Mais canadiennes, c'est un petit peu plus facile. Alors, aujourd'hui, on va juste toucher sur tous les règlements académiques pour les universités américaines. On va discuter un petit peu de combien d'années un jeune peut jouer ici au Cégep. On va regarder à la NCAA Division 1 et 2. Je n'ai pas mis un grille sur la Division 3, mais on pourra le discuter aussi. On va regarder au JUCO, Junior College. Ça, c'est la ligue NJCAA. Et une autre ligue américaine qui s'appelle NAIA. Ça, c'est une autre ligue universitaire aux États-Unis. Alors, s'il y a un jeune qui veut aller jouer universitaire aux États-Unis, les athlètes ont droit de rester au cégep pendant 1 an, pendant 2 ans ou 3 ans au cégep. Okay? Si un athlète décide de faire 2 ou 3 années de cégep, ils doivent se diplômer. Alors, ils doivent avoir leur DEC. Okay? Si un athlète décide de partir après 2 années de cégep sans DEC, ça veut dire qu'aux États-Unis, ça se peut qu'ils vont perdre des années d'éligibilité pour jouer. Si on a un élève qui décide de faire une technique, eux autres, ils ont le droit de compléter leur technique en 4 années. Alors, on a des jeunes qui ont fait 4 années de cégep dans une technique et après, ils ont été aux États-Unis et ils ont eu toutes leurs années d'éligibilité. Un athlète qui décide de faire 1 année de cégep, il y a d'autres règlements d'autres exigent qu'ils doivent faire et je vais discuter ça un petit peu plus tard. Alors, on va discuter la NCAA en premier. Ça, c'est le plus grand ligue aux États-Unis. Les critères américains, les critères académiques sont d'avoir 16 cours de base de la NCAA, d'avoir un GPA entre 2.3 à 4.0, de prendre un examen américain, soit l'examen SAT ou l'examen ACT, et d'avoir tous les bulletins en anglais. En français et en anglais. Les universités et le centre d'éligibilité vont vouloir voir tous les documents en anglais et en français. Et ça, c'est les règlements pour NCAA Division 1 et 2. Alors, c'est quoi les cours de base? Les cours de base ici au Québec, pour tous les élèves qui veulent aller jouer NCAA, pour la Division 1, il y a 16 crédits de base, cours de base. 4 crédits viennent de anglais ou langue maternelle. Alors, nous autres, on a le droit à utiliser les cours de français dans cette section-là. 2 crédits de sciences, 3 crédits de maths, 2 crédits sciences humaines, 1 crédit additionnel en anglais, en maths ou en sciences, et 4 crédits additionnels. Peuvent être dans français, psychologie, administration, un autre cours de maths, un cours de philo. Et la NCAA prend ces 16 crédits et il calcule un GPA de la NCAA. Le calcul, ça va être entre 2.3 à 4.0. Le minimum pour avoir une bourse américaine, c'est 2.3, mais d'habitude, les universités veulent au moins un 2.5, 2.6. J'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes qui avaient 2.3 et les universités ne voulaient pas prendre une chance sur cet athlète parce qu'ils croient que quand ils vont arriver à leur université, ils ne vont pas passer leur cours. Alors, le Grade Point Average, le GPA, c'est comme notre moyenne générale en école secondaire ou comme notre cote R ici au Cégep. Alors, eux autres, ils l'utilisent pour l'admission à les universités
et pour être éligible à le centre d'éligibilité. Ici au Québec, nos cours ne sont pas valides un cours pour un crédit NCAA. Alors, d'habitude, pour avoir ces 16 crédits, un élève de Québec doit prendre environ environ 20 cours pour avoir les 16 crédits NCAA. Et je vais vous montrer dans les prochaines grilles. Ça, c'est les règlements pour la NCAA Division 1. Pour la NCAA Division 2, ça change un petit peu. C'est quand même 16 cours, crédits, OK, mais dans différentes catégories. Alors, c'est 3 anglais. Pour nous autres, ça peut être le français langue maternelle. C'est deux années de maths, 2 années de sciences, 3 années additionnelles en maths, sciences ou anglais, 2 années de sciences humaines et 4 années additionnelles. Et le GPA minimum pour la NCAA Division 2, c'est un 2.2. Les cours de la NCAA, les cours de base, commencent en secondaire 3. Alors, quand on fait une analyse pour ces 16 crédits, on regarde les bulletins de secondaire 3, 4, 5 et les cours de cégep. Si un athlète décide de faire une 3e année de cégep, c'est important qu'ils ont fini la majorité des 16 crédits avant leur 3e année de cégep. Qu'est-ce qu'un cours de base de la NCAA au Québec? Alors ça, c'est une analyse que nous autres on fait quand on prend les documents. On commence avec l'anglais. Alors pour cet athlète ici, on a pris des cours d'anglais et les cours de français. On voit que ce n'est pas tous les cours qui ont une valeur de 1 crédit. On change la note de Québec, c'est numérique. On change le numérique avec le grille NCAA et on met un A, un B ou un C. Et on calcule les quality points. Et avec tous les cours de cet athlète, on a eu un GPA de 2.8. Mais comme j'avais dit avant, on voit que pour avoir ces 16 crédits, cet athlète-ci a pris beaucoup plus de cours. On a utilisé beaucoup plus de cours parce qu'il y a beaucoup de cours qui ont une valeur de 0.75 unités. La majorité où on voit des problèmes, c'est dans la section de maths ou dans la section de sciences. C'est parce que nos élèves, ils peuvent avancer. Comme en secondaire 3, si un athlète échoue le cours de sciences, l'athlète ou l'élève ont le droit de continuer et de prendre le sciences de secondaire 4. Mais il n'a jamais passé le sciences de secondaire 3, alors on ne peut pas utiliser ce cours-là dans le grille. Et si un athlète décide de rentrer en sciences humaines, il n'y a pas beaucoup de cours de sciences qui est offert en sciences humaines. Alors, c'est vraiment une bonne idée, si on a un athlète, de les rencontrer en première année et de les guider pour trouver un cours de sciences qui est approuvé par le NCAA et offert dans un cégep, parce que ce n'est pas toutes les cégeps qui offrent tous les cours. Alors, en maths, c'est la même chose. Alors, on sait que nos athlètes, nos élèves ici au Québec, ils peuvent finir le secondaire avec maths secondaire 4. Et si quelqu'un finit avec le secondaire 4, au cégep, on doit aller chercher d'autres cours qui peuvent compter comme les cours de maths qui sont approuvés par la NCAA. Alors, dans toutes les cégeps, on a le cours 300-360. Dans les cégeps anglophones, c'est Qualitative Methods. C'est presque la même chose dans les cégeps francophones aussi. C'est comme une méthode quantitative ou méthode de recherche ou quelque chose. Alors, mais c'est vraiment le numéro de cours qui est important. Et c'est la même chose en sciences. Le cours 300-300 peuvent compter dans la section de sciences. En anglais, c'est un cours qui s'appelle Research Methods et c'est un cours de méthode aussi dans le système francophone. Alors, cet athlète-ci, on avait utilisé la majorité des cours de secondaire 3
4, 5 et on a utilisé beaucoup de cours de cégep pour aller chercher ces 16 crédits NCA. Est-ce qu'on a des questions sur ce grille-là? Non? OK. Ah oui. JM? I think you're muted. Si tu as levé ton main, tu peux... Ouais. Qu'est-ce qui va faire que le NCAA Clearinghouse là, va choisir tel cours en social science versus un autre? S'il y a besoin de 2 crédits, 2 cours, mais il y a 5, 6 cours dans le bulletin du jeune, est-ce qu'il va prendre automatiquement la meilleure note? Non. Ils vont commencer avec les notes comme ils vont commencer en secondaire 3. Alors, ils vont mettre sur le grille secondaire 3, 4, 5 et après, il va prendre les cours de cégep. Okay? Mais si nous autres, en tant que co-séants, on veut qu'ils changent des cours pour utiliser des cours où il y a des plus bonnes notes, on peut les contacter puis leur dire, OK, est-ce qu'on peut échanger le cours d'histoire en secondaire 4 qui a eu un C, est-ce qu'on peut l'échanger avec un cours d'histoire en cégep où il y a eu un note d'un B ou un A? Merci. Annie? Oui, ma question, c'est pour savoir, quelqu'un qui est rendu au cégep, est-ce qu'il pourrait décider de faire, par exemple, les mathématiques fortes de 4 et de 5e secondaire, donc qu'on appelle les mises à niveau, et même si des cours de secondaire, mais qu'il les fait au collégial, ça peut compter pour les crédits NCA? Oui, ça peut compter, mais ça dépend de comment c'est écrit sur le bulletin collégial. Parce que la NCA n'approuve pas les cours qui a le mot, en anglais, on dit remedial, ou un cours qui dit basic, cours de base. Alors, c'est important de savoir comment, parce que pour les cours de secondaire 4, le maths secondaire 4 fort, quand que quelqu'un le prend dans une école, dans un cégep anglophone, ça écrit Remedial Activities de secondaire 4. Et parce que le mot remedial est dans le nom du cours, ça ne va pas être approuvé. Alors, ça va être important pour quand que l'élève fait la traduction de son bulletin, que c'est traduit dans un système de comme avec le mot de la cour qui est approuvé par la NCA. Et il y a une liste de cours qui sont approuvés par la NCA. OK, donc par exemple, quand vous dites remedial, est-ce que ça fait référence à mise à niveau? Un peu en anglais? Oui, mais ça dépend que qui va faire la traduction du bulletin quand que vous la traduisez. Alors, nous autres, on fait la traduction aussi parce qu'on sait qu'on ne va pas mettre remedial, on va mettre juste cours de maths secondaire 4 parce qu'on sait que c'est un cours approuvé. Mais c'est juste les mots que la NCA veulent vraiment. On a déjà vu quand quelqu'un utilise un autre traducteur et le traducteur met le mot remedial ou cours de base, ce n'est pas accepté. Même en tant que conseillant, nous autres, on sait que c'est les mêmes compétences dans ce cours-là. OK. OK, merci. Merci. OK, la prochaine étape. Alors, quand on sait qu'on a nos 16 crédits NCA et qu'on connaît le GPA, les prochaines étapes, c'est les 2 examens américains. Alors, ça, c'est l'examen SAT et l'examen ACT. L'examen SAT est présentement en ligne. Maintenant, ça a changé pour le Canada, bien, pour tous les pays internationaux. C'est un examen en anglais. Et c'est un examen de 4 heures, une section d'anglais et une section de maths. Même chose pour l'examen ACT. Il y a des sections anglais, maths, sciences. Ce n'est pas un critère fixe pour le centre d'éligibilité de la NCA. OK, alors si tu demandes à les athlètes, est-ce que c'est un critère, est-ce que j'ai besoin de l'examen SAT? Toutes les jeunes disent, mais non, j'ai entendu que je n'ai pas besoin, alors je ne prends pas l'examen parce qu'ils ont un petit peu peur de prendre l'examen. C'est un examen exigeant. Mais les coachs américains et les universités américaines aiment voir le résultat de l'examen parce que déjà, on les montre
nos bulletins de Canada, nos bulletins de Québec, nos bulletins de cégep et nos bulletins en français. Alors, les universités, les collèges, ils ont un petit peu, ils sont hésitants à voir, de comprendre nos bulletins. Alors, quand on a un athlète qui a un score sur l'examen, un bon score, c'est entre, l'examen SAT, c'est entre 1600. Si on a un athlète qui a un 1000, ça veut dire au coach, dès que le coach entend un 1000, il sait, OK, il est admissible à notre université. Mais quand on leur montre nos bulletins, nos documents internationaux, des fois, les coachs sont comme, OK, je ne sais pas exactement quoi faire, je dois parler avec l'admission, je dois parler avec le département des étudiants internationaux. Alors, moi, je dis à tous les athlètes de prendre l'examen. Ça va leur aider dans leur recrutement. Et aussi, ce n'est pas tous les sports qui donnent un full scholarship. Okay? Alors, ça, c'est juste le football, basketball masculin, basketball féminin. Et tous les autres sports sont des moitiés scholarship sportifs et moitié scholarship académique. Alors, si on a un athlète avec un bon score sur les examens américains, SAT ou ACT, ça peut leur donner accès à beaucoup plus d'argent. Les examens sont offerts 6-7 fois par année ici à Montréal, mais d'habitude, sont tout le temps remplis. Alors, je dis aux jeunes d'enregistrer le plus tôt possible. L'enregistrement, ça ouvre en juillet pour l'année prochaine. C'est environ un frais de 100 $ chaque fois qu'un athlète prend un examen. Et l'athlète peut le prendre plusieurs fois. Il y a des athlètes, je connais, qui ont pris l'examen 1 ou 2 fois. Des fois, les universités vont dire, OK, nous autres, pour notre école, on a besoin de 1200. Ou même pour les universités Ivy League, ils ont besoin comme au moins 1300 sur l'examen. Alors, on a une joueuse d'hockey qui l'a pris 2 fois parce qu'elle a eu une bourse pour jouer sur l'équipe d'hockey à Harvard, mais sa première fois qu'elle a pris l'examen, elle a juste eu 1200. Alors, la deuxième fois qu'elle a pris l'examen, elle a eu 1300. Les élèves américaines, mais ah oui, on a une autre question. JM? Oui, est-ce que vous suggérez un examen versus un autre selon un étudiant X, Y, Z? S'il est bon en sciences, c'est mieux d'aller faire le ACT ou etc. là? Oui, s'il est meilleur en sciences, maths et sciences, moi, je le conseille de prendre l'examen ACT parce que nos athlètes ici, ils ont c'est comme l'anglais, c'est pas leur langue maternelle, alors, mais le science, s'ils ont des bonnes notes en sciences, même si les questions sont en anglais, ils peuvent encore aller chercher des bonnes notes en sciences. Alors, quand je vois un athlète qui a des bonnes notes en sciences et maths, et son niveau d'anglais n'est pas vraiment fort, je lui conseille d'aller prendre l'examen ACT en premier. Mais les élèves américaines, ils prennent tous les 2 examens. Tout le monde prend les 2 examens. Mireille? Oui, en fait, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas des billets liés au fait qu'il peut repasser plusieurs fois le même examen? Ben, ils ont droit de prendre l'examen. Ils peuvent le prendre 5 fois s'ils veulent. Mais d'habitude, nos athlètes, c'est 1 ou 2 fois que j'ai entendu pour aller chercher le note qu'ils ont besoin. Mais si tu prends ta première examen et tu as eu un 500 en anglais et un 400 en maths, et ton deuxième examen, tu as eu l'inverse, un 400 en anglais et un 500 en maths, ils vont prendre le score de les 2 meilleurs sujets. OK. Parfait, merci. Et nos athlètes nos élèves sont prêts à prendre l'examen à la fin de secondaire 5. C'est vraiment tout, ils ont appris tous les critères pour l'examen à la fin de secondaire 5. Si on a un athlète francophone qui va rester pour 3 années de cégep, then moi, je lui conseille, OK, à la fin de ta première année de cégep, essaye l'examen. Mais si on a un athlète qui va partir à la fin de leur
première année de cégep, je les conseille de prendre l'examen en secondaire 5. S'il y a un athlète qui prend l'examen en secondaire 4, il va manquer des matériaux. Bien, ils n'ont pas encore appris tous ces sujets dans leur cours d'anglais et dans leur cours de maths ici dans notre système. Alors, c'est mieux de le prendre en secondaire 5, à la fin de secondaire 5. Alors, après qu'ils ont pris l'examen, la prochaine, c'est avoir les documents en anglais et en français. Alors, ça va être le bulletin de secondaire 3 de l'école et ça va être le relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation. C'est celle que les élèves ont eue par la poste à la fin de secondaire 5. Et ça va être le bulletin de cégep. OK? Le centre d'éligibilité et même les universités américaines, ils n'ont pas besoin le diplôme parce que sur le relevé d'apprentissage, au coin à gauche, ça écrit que l'élève est diplômé. Alors, ce document-là, le relevé d'apprentissage, c'est assez. Pour le bulletin cégep, si un athlète, un élève finit son DEC en 2 ou 3 années et ils reçoivent leur DEC, c'est mieux de ne pas avoir un DEC sans mention. Parce qu'à la fin du document, quand que ça dit diplôme ou degré réussi, quand on leur donne un DEC sans mention, à la fin, quand ça dit diplôme réussi, ça dit non. Et des fois, le centre d'éligibilité va dire que non, il n'y a pas, parce qu'eux autres, ils ne comprennent pas notre DEC sans mention. Alors, on avait travaillé avec quelques athlètes qui ont été dans ce problème. Alors, on a eu une lettre de leur école, de la registraria, pour écrire une lettre pour expliquer au centre d'éligibilité de la NCA que oui, ils ont eu leur DEC. Et c'est quoi exactement un DEC sans mention. Mais il y en avait une fois où ça marchait et une autre fois où ça ne marchait pas. Alors, ça, c'est pourquoi je te conseille le plus possible de leur, moins de DEC sans mention et plus de DEC réguliers. Les mots qui sont non approuvés par la NCA, on a beaucoup, il y a toute une liste. Alors, si vous vouliez, je peux vous envoyer une liste. Mais les plus populaires, c'est de base. Alors, ça, c'est tous les cours quand on regarde dans le bulletin de secondaire 3 et le bulletin de relevé d'apprentissage. Quand on regarde anglais langue seconde, ça dit tout le temps anglais langue seconde de base. Et comme j'avais dit, les maths et les sciences, quand un jeune les prend en cégep, les maths de secondaire, des fois, il y a le mot remedial. Et aussi, quand que les jeunes prennent le cours méthode quantitative, quand que ça dit méthode quantitative de sciences humaines, ce n'est pas accepté comme un cours de maths. Mais quand ça dit méthode quantitative, juste ce mot-là sur le document, ils acceptent comme un cours de maths. Alors, des fois, on doit guider les jeunes à prendre les cours qui vont être acceptés par la NCA et pas juste croire que, OK, c'est un mot et c'est environ qu'est-ce qu'on a besoin, mais des fois, la NCA ne va pas accepter. Oui, Annie? Oui, alors ma question, c'est, je vois que le bulletin de cégep est demandé. Donc, ma question, c'est, une fois qu'ils ont le nombre de crédits requis de NCAA et qu'ils ont bien réussi l'examen ACT ou SAT, est-ce que quand même ils vont tenir compte des notes dans le relevé collégial ou non, dans le bulletin collégial ou non? Mais il y a 2 requis. C'est pour le centre d'éligibilité, ils vont vouloir voir le diplôme, le final diploma à la fin, le bulletin à la fin, juste pour l'avoir. Mais d'habitude, les athlètes et les élèves vont être admis sur qu'est-ce qu'ils font présentement. Juste comme nous autres, quand on fait l'admission au cégep, c'est sur les notes qu'ils prennent présentement et ce n'est pas les notes à la fin. Oui, s'ils échouent tous leurs cours, c'est sûr que l'admission ou l'éligibilité va être enlevée, mais c'est vraiment sur qu'est-ce qu'ils prennent quand ils appliquent à l'université et quand ils donnent tous leurs documents au centre d'éligibilité. OK, merci. Et ça, c'est un des sports water polo où on a des filles qui vont
à la NCAA en division 2, et il y a aussi division 3 pour water polo. OK, alors, l'autre critère pour la NCAA, c'est d'avoir un compte au centre d'éligibilité. OK, on entend beaucoup clearinghouse, mais ce n'est plus le mot qu'on utilise, c'est centre d'éligibilité. Alors, l'athlète doit avoir un compte, ils doivent payer, c'est environ un autre 100 $ pour avoir un compte certifié. Et l'athlète doit remplir toutes leurs informations et avoir envoyé tous les documents, comme j'avais dit, secondaire 3 en anglais et en français, le relevé d'apprentissage en anglais et en français, et le DEC collégial, le bulletin collégial en anglais et en français. Et d'habitude, ça doit être le conseillant de l'école qui envoie. Okay? Ça ne peut pas être l'élève qui envoie les documents. OK, ça, c'est les années de graduation. C'est plus un grille pour les athlètes de comprendre quand ils vont rentrer. Tu sais. On a des athlètes qu'en secondaire 4, ils sont tous le même niveau, mais quand ils deviennent plus hauts en calibre d'athlètes, ça dépend de quand ils vont rentrer en université. Alors, on a des athlètes qui vont rentrer après leur 3e année de cégep. On a des athlètes qui vont rentrer après leur première année de cégep. C'est vraiment populaire que les joueurs de soccer féminines, ils se partent après leur première année de cégep. Et on a d'autres qui se partent après leur 2e année de cégep. Mais en tant que recrutement, comment que les coachs les recrutent, c'est par rapport à leur année de graduation. Alors, en tant que coach, il y a beaucoup de coachs qui vont dire, OK, nous autres, on cherche pour un 20-25 ou on cherche pour un joueur de 20-26. Et ça, c'est comment que les athlètes qui sont tous commencés en secondaire 3 dans la même année, ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer à l'université dans la même année. Ça va dépendre de leur crédit qu'ils ont pris et leur niveau de sport. On a aussi des athlètes qui peuvent rentrer après le secondaire 5. OK? Ça, c'est les athlètes de vraiment un haut niveau qui peuvent rentrer à la NCAA directement après le secondaire 5. OK? Les critères pour un athlète qui part directement de secondaire 5, c'est d'avoir 14 cours de base de la NCAA. Sur 3 cours d'anglais, comme nous autres, ça peut être les cours de français, langue maternelle, 2 cours de maths, 2 cours de sciences, 2 cours additionnels en anglais, maths ou sciences, et 5 cours additionnels dans n'importe quel domaine. Alors, ça peut être psychologie, ça peut être histoire, ça peut être monde contemporain. Mais comme j'avais dit, ce n'est pas tous les cours en secondaire qui comptent pour la NCAA. Alors, si on a un athlète qui est recruté de secondaire 5, c'est vraiment important que des fois d'aller chercher des cours que peut-être ne sont pas offerts à leur école secondaire. Ça veut dire que parce que nos cours d'éthique que les jeunes prennent en secondaire 4 et en secondaire 5, ce n'est pas approuvé par la NCAA. Le cours de finance, ce n'est pas approuvé par la NCAA. Alors, si on a un athlète vraiment élite, c'est la plupart les jeunes qui sont sur Team Canada ou qui vont aux Olympiques, qui sont recrutés en secondaire 5, c'est vraiment aller rencontrer en secondaire 4 et leur guider de dire, OK, peut-être ton école n'offre pas assez de cours pour aller chercher tes 14 crédits. Peut-être tu dois prendre un cours additionnel. OK, un cours de philo, quelque chose avec le ministère de l'Éducation pour que tu ailles tous tes crédits. Pour être qualifiant académique précoce, ils devraient aussi prendre l'examen SAT. Ils doivent avoir un GPA de 3.0, les 14 cours de base et un minimum score de 980 sur l'examen SAT. Ce n'est pas beaucoup que je vois les athlètes qui vont après le secondaire 5, mais c'est possible. OK, ça vous montre le nombre de bourses par sport. Alors, on a beaucoup plus de joueuses de soccer féminines qui vont aux États-Unis et ça, c'est à cause que sur une équipe de 20 ou 22 athlètes, ils peuvent donner 14 bourses complètes. OK, bourses totales.
dans le côté soccer masculin, on a juste droit à 9,9 bourses totales. OK, basketball, division 1, c'est 13 bourses totales masculines, 15 bourses totales féminines. Mais on voit en volleyball, c'est 12. Oups, je m'excuse. Sorry. C'est 12 en féminine et 4,5 en masculine. Alors, ça change par rapport à tous les sports. Ce n'est pas le même nombre de sports par rapport à les bourses totales et ce n'est pas le même nombre de bourses offertes dans la division 1 et division 2. Oui, Juliette? Oui, le nombre de bourses par an, c'est pour le Québec? Je n'ai pas vraiment compris. C'est pour qui? Comme le nombre de bourses par an? Par équipe. Oui, par équipe, par sport. Alors, si c'est à l'Université de Stanford ou l'Université de New York, l'Université de New York, sur son équipe de soccer, ils ont droit à offrir 14 bourses complètes, totales. Okay. Alors, c'est par équipe, par université. OK, c'est bon, merci. OK. Alors, les étapes pour la NCAA Division 1 et 2, c'est de connaître si les jeunes ont les 16 crédits NCAA. C'est d'un athlète de faire calculer leur GPA, de connaître c'est quoi leur GPA. C'est d'habitude, un coach va demander, OK, est-ce que tu es éligible? C'est quoi ton GPA? D'avoir un compte sur le centre d'éligibilité, de prendre l'examen SAT-ACT, d'avoir les documents en anglais et d'envoyer tous les documents au centre d'éligibilité et à l'université. OK, je n'ai pas mis de grille sur la NCAA Division 3. Oui, on a une autre question, JM. Est-ce que c'est possible que la traduction soit faite par un enseignant ou un professionnel de l'école ou il faut que ça soit absolument fait par un traducteur agréé? Non, ça peut être par un professeur de l'école. Si l'école, parce que ça doit être envoyé par l'école, les bulletins. Alors, quand que c'est envoyé par l'école, ça veut dire que c'est l'école qui certifie que ça, c'est un traduction. Maintenant, est-ce que l'école qui va accepter cet étudiant-là va exiger à son tour que ça soit traduit par un traducteur agréé? Alors, ça dépend de l'école. OK? On a beaucoup d'universités qui veulent que les athlètes utilisent une autre compagnie qui certifie les documents, comme une compagnie qui s'appelle WES, like World Education Services. Ça, ce n'est pas que ça certifie que les bulletins sont certifiés, mais plus que ça certifie que l'étudiant a eu leur diplôme collégial ou leur diplôme d'école secondaire. Mais ça, vraiment, ça dépend. Nous autres, quand on fait la traduction de bulletins, ce n'est pas certifié, mais 98% des écoles l'acceptent. Alors, Harvard et Stanford ont accepté nos documents traduits. OK? Mais on avait une école division 2 de la NCAA qui n'a pas accepté ces documents-là parce qu'ils voulaient vraiment certifier d'un traducteur. Mais c'est quand un élève travaille avec un traducteur, c'est de leur dire vraiment, tu ne peux pas mettre ces mots-là dans la traduction parce que les cours ne vont pas être acceptés par la NCAA. Merci. De rien. OK. L'autre ligue universitaire aux États-Unis, c'est NAIA. OK. Le niveau de sport, ce n'est pas vraiment haut, mais il y a beaucoup d'athlètes, peut-être de Cégep Division 2, qui peuvent aller jouer dans ce niveau-là et les athlètes qui ne vont pas être recrutés par les U-Sports. Alors, nous autres, on a juste 55 écoles U-Sports au Canada qui offrent des bourses et qui donnent l'opportunité aux athlètes de jouer. Mais cette ligue-là, ça peut être une expérience pour un athlète d'un ligue Division 2 de Cégep qui peuvent aller continuer à jouer et avoir une bourse athlétique. Il y a 250 universités dans la NAIA. Il y a 21 conférences et il y a 31 sports.
ils ont besoin d'un GPA de 2.0. Alors, c'est facile d'avoir ça. Et ils ont besoin de leur bulletin en anglais et ils ont besoin d'un score sur l'examen SAT de 850. Parce que le critère de finish in top half of your class, like nous autres, on fait au cégep et aux écoles secondaires, on ne calcule pas ce nombre. Alors, c'est plus avoir le GPA de 2.0 et avoir le score sur l'examen SAT. Eux autres, le NAIA a aussi un centre d'éligibilité. Alors, les athlètes doivent faire un acompte sur le centre d'éligibilité. Et ils ont accès d'aller à une université pendant 4 années et de jouer à l'université et avoir des bourses totales pour leur sport. Ce n'est pas toutes les universités qui offrent des bourses totales. Des fois, ça va être bourse partielle pour le sport et une autre bourse partielle académique. Les universités dans le NAIA sont quand même un petit peu plus petits que les universités dans la NCAA. Alors, quand on y va à St. John's University ou University of Michigan ou Stanford, Harvard, c'est environ 40 000 élèves. Mais les universités NAIA sont plus petits, sont plus le grandeur de quelques-uns de nos cégeps, 3 000 élèves, entre 3 000 et 10 000 élèves. Mais quand même, il y a des athlètes qui aiment aller juste pour continuer leur sport. Parce que s'ils restent ici au Canada, ils n'ont pas accès à jouer sur une équipe U-Sports. Et la dernière ligue, c'est Junior College. Junior College, c'est un système de 2 années que les élèves vont faire 2 années, l'année freshman, l'année sophomore. Ils font 2 années d'études. Et après qu'ils sont finis ces 2 années-là, ils vont transférer à une université de 4 années. Alors, ils vont transférer, ils vont retourner ici au Canada, ils vont rentrer dans le système U-Sports ou ils vont transférer au NCAA ou dans une université NAIA. Pourquoi est-ce que les athlètes vont Junior College? C'est parce qu'ils ont beaucoup d'écoles. Ils ont 525 écoles et ils peuvent offrir des bourses totales. Alors, on a beaucoup de joueurs de baseball qui vont et aussi, c'est par rapport à le draft pour le baseball. Si un athlète rentre dans la NCAA, ils doivent rester 3 années dans la NCAA avant d'être repêchés. Mais si un athlète rentre en junior college, ils peuvent juste faire 1 année de junior college avant d'être repêchés. Alors, des fois, c'est par rapport à le sport qu'un athlète décide de rentrer en junior college ou de rentrer dans la NCAA. Mais aussi, c'est parce que les junior college ont beaucoup d'argent pour offrir des bourses. Mais des fois, le niveau de sport, c'est un petit peu plus bas que le niveau ici, collégial aussi. Mais ça dépend du sport. Qu'est-ce qu'un athlète a besoin? Un athlète a besoin le diplôme d'école secondaire et au moins 1 année supplémentaire. Alors, ça peut être 1 an de cégep ou ça peut être un 12e année. L'athlète doit connaître leur Global GPA. Alors, ça veut dire un GPA de tous leurs cours qu'ils ont pris. Ce n'est pas juste le GPA des 16 crédits comme on avait montré pour la NCAA. C'est tous les cours qui sont inclus dans un Global GPA. Ils ont besoin d'avoir leur bulletin traduit en anglais. Et des fois, les écoles NJCAA veulent que les athlètes prennent un examen d'anglais. C'est le TOEFL exam ou l'examen Duolingo. Et ça, c'est juste parce que quand tu viens de Québec, même si c'est un athlète qui a été dans le système anglophone, quand même, ils veulent que tous les élèves de Québec prennent l'examen TOEFL, mais ce n'est pas tous les junior college. Alors, des fois, je dis aux jeunes de demander au JUCO, est-ce que moi, j'ai besoin de l'examen TOEFL? Oui, on a une autre question? Oui, l'année supplémentaire de niveau peut-être collégial doit contenir combien de cours pour être considéré une année supplémentaire? 5 cours, 10 cours, 12 cours? Mais aux États-Unis, le 12e année, c'est environ 7 cours. Alors, ils ne sont pas tout le temps stricts dessus. Alors, moi, je conseille aux jeunes, s'ils continuent à jouer leur cours, même si tu es athlète temps plein, ça peut être 4 cours ton première session, 4 cours ton deuxième session, ou ça peut être 1 session de 7 cours. Il n'y a pas vraiment un numéro fixe, mais ils vont demander pour un année supplémentaire.
Au moins 7 cours. Et l'étudiant qui veut passer par le JUCO pour switcher par la suite à la NCA, sachant qu'il n'y a pas vraiment les notes pour faire la NCA, est-ce que c'est une bonne stratégie? Oui, si leur raison, c'est qu'ils n'ont pas les notes. Si leur raison, c'est parce qu'ils ne sont pas au niveau de leur sport, même s'ils finissent les 2 années et ils ne sont pas au niveau, ils ne vont pas être recrutés à la NCA. Merci. Oui, Marie-Claude? Oui, bonjour. En fait, je me demande, donc, quand on demande d'avoir un GPA global, qui fait le calcul du GPA? Est-ce que c'est l'étudiant qui prend ses notes, qui fait une moyenne de tout ça, ou il demande un service externe? Oui, mais il y a des conseillers dans les écoles qui savent comment le faire. Nous autres, on l'offre comme un service et il y a aussi des sites qui peuvent montrer aux jeunes comment le faire aussi. OK. Donc, des fois, on offre nos services aux jeunes, puis et des fois, si le jeune me demande, OK, est-ce que moi je peux le faire, je vais lui redonner le lien pour aller essayer de le calculer, eux autres, oui. Merci. Rien. OK, et ça, c'est tout pour mon présentation. Merci beaucoup, Amy. C'était super clair et vraiment précis. J'inviterais ceux qui ont des questions à poser, lever leurs mains et poser leurs questions. Ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une réflexion à avoir plutôt que qu'est-ce qu'on pense. Déjà, en secondaire 3, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur les options qui s'en viennent. Et puis, des fois, de juste faire un choix de cours en conséquence pour garder nos options ouvertes, mais également aussi que il y en a très peu qui partent dès le secondaire 5. Là. Fait que garder ça en tête que leur première année au cégep, elle compte, puis il faudrait idéalement bien la planifier. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions, je vais vous laisser la place pour qu'Amy puisse répondre à ça. Oui, Marie-France? Oui, je me demandais, excusez-moi, je vais mettre le. Oui, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui font comme pas un bypass, mais est-ce qu'on passe toujours par le côté académique en premier ou est-ce que le côté sportif parle au côté académique? Parce que nous, on a quelqu'un qui nage dans la famille, mais on a déjà vécu ça avec le hockey où des fois, tu te fais voir au niveau sportif, puis là, après, il faut que tu fasses tout le côté académique, puis là, tu es comme un peu comme la course contre la montre pour arriver, pour avoir tout ce qu'il faut pour l'automne, disons, pour commencer une saison. À partir de quand il faut, je ne sais pas comment ça se passe ça, au niveau du recrutement. Je pense que nous autres, au Québec, on est, en tout cas, les écoles francophones sont moins bien placées que les écoles anglophones qui s'en mettent déjà bien connectées avec les réseaux américains. Je pense à des écoles anglophones dans l'ouest de la ville. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. Est-ce que ça arrive, ça, que justement, est-ce qu'il faut faire comme je sais pas, avoir un vidéo puis travailler sur les deux côtés en même temps, ou est-ce que c'est vraiment la première chose de base, c'est vraiment de remplir le processus d'éligibilité? De toute façon, il va falloir passer par là. Mais c'est de faire les deux en même temps. OK? Parce qu'aux États-Unis, eux autres, tous les conseillers dans les écoles secondaires connaissent les règlements. Alors, dès le secondaire 3, les jeunes commencent à prendre les cours qui sont approuvés par la NCA. Alors, des fois, on rencontre quelqu'un qui, présentement, sont dans leur 3e année de cégep et ils sont offerts une bourse pleine pour l'année prochaine. Mais il manque tous les cours. Nous autres, on est des API, alors on connaît un petit peu par rapport à où aller chercher des crédits qui manquent dans quelques mois. Et on connaît aussi, on leur dit en anglais des waivers, OK, pour dire à la NCA, OK, lui, il vient d'être recruté à la fin de son processus athlétique, alors on ne pouvait pas planifier tous ces cours. Mais de plus en plus, on commence à éduquer les familles de commencer ça au moins en secondaire 5 ou première année de cégep si quelqu'un va faire tout leur parcours collégial. Mais c'est vraiment, si on regarde les écoles américaines, ils commencent en secondaire 3, secondaire 4. Mais c'est de faire toutes les deux en même temps. OK, merci. Oui, Nolan?
Oui, moi j'avais une question par rapport justement, dans le fond, aux études dans les écoles, dans le fond. Je voulais savoir s'il y avait un moyen de regarder sur une vue de haut quel programme on a dans quelle école. Tu sais, je réussis à chercher, mettons, par école les programmes qu'il y a. Mais je sais pas, exemple, moi je veux rentrer en physiothérapie. Je sais pas comment voir toutes les écoles disponibles qui ont le programme de physiothérapie, mettons, aux États. Aux États-Unis? NCA D1, mettons. Oui, mais physiothérapie, c'est un petit peu dur parce que c'est plus un maîtrise. Alors, vous allez faire un bac en sciences en premier. Alors, pour aller NCA, vous allez faire un bac en sciences et vous allez retourner ici au Québec et faire votre maîtrise en physio. OK. Il n'y a pas de... Parce que dans le fond, j'avais parlé avec comme l'Ordre des physiothérapeutes du Québec. Il m'avait dit qu'il y avait comme un équivalent comme de bac, mettons, là-bas. Mais ça ne va jamais être un équivalent parce que avec toutes les professions qui ont des ordres, okay, d'habitude, les ordres vont dire, vas-y, tu peux le faire aux États-Unis ou tu peux le faire en Ontario, mais pour commencer à pratiquer ici au Québec, ça se peut qu'il y a d'autres cours que vous devriez prendre ou un examen que vous devriez prendre ici au Québec pour commencer à pratiquer. Alors ça va être la même pour être un médecin ici et même pour être enseignant ici, même pour être un psychologue ici, parce que les degrés aux États-Unis ne sont pas reconnus par les ordres. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas reconnus, mais les ordres ici ont leur requis aussi. Et quand quelqu'un fait un bac ici au Québec, les exigent de l'ordre, c'est inclus dans leur bac ici, la majorité de fois. OK. Fait que dans le fond, pour mettons, finir physiothérapeute au Québec, je devrais faire un comme de degree en sciences là-bas, puis ensuite ici faire une maîtrise en physio, genre, ou finir mon bac en physio ici. Oui, ça se peut qu'il y ait un degré de physio à une université aux États-Unis, mais il n'y a pas une liste d'aller chercher ça parce qu'il y a comme 2000 universités et dans chaque université, il y a des centaines de programmes. So, c'est vraiment à regarder chaque université plus par rapport à ton sport. Mais quand que tu retournes, c'est vraiment important de parler avec l'ordre pour leur demander est-ce que je pourrais commencer à être physio dès que je retourne ou est-ce qu'il y a d'autres cours que je peux prendre? So, ça, c'est pourquoi, quand moi, je conseille des athlètes, moi, je leur dis d'aller faire un bac général aux États-Unis qui va être 100% accepté quand que tu retournes ici et de faire tes maîtrises en droit ici, en médecin ici. Alors, ça va être 100% reconnu ici quand tu as une maîtrise ici à l'Université de Montréal ou à l'Université de Laval ou à McGill. OK. Parfait. Merci. Véronique? Je veux juste être certaine d'avoir bien compris. Admettons un étudiant qui est sportif et qui prend peu de cours par session puis qui n'avance pas très vite. Je comprends que s'il a dépassé plus qu'une année, il faut qu'il termine totalement son DEC, c'est ça? Oui. OK. C'est juste, mais parce que maintenant, il y a un règlement que ça se peut qu'un jeune peut partir après 2 années sans finir leur DEC, mais ça, c'est à cause du COVID. OK? Mais les règlements, c'est vraiment de finir le DEC. OK. Juliette, ton main est encore élevée. Est-ce que tu as une autre question? Oui, mais juste pour plus d'explications, comme pourquoi s'il dépasse plus d'une année, il ne peut pas se faire recruter à l'année 2 ou à l'année 3 du cégep, vu que comme moi j'ai beaucoup leur temps. Et je me demandais. Puis on va des fois, ils veulent être recrutés après juste 2 ans de cégep. Ils peuvent aller après 2 ans de cégep, mais ils ont besoin de leur DEC. Ils ont besoin de leur DEC. Mais pourquoi après 1 an de cégep, ils n'ont pas besoin de leur DEC? OK. Alors, parce qu'ils ont 1 année de grâce après leur année de graduation. Alors, quand un élève gradue d'école secondaire, OK? Oui. Quand d'école secondaire, ça va être leur année de graduation. Alors, si on dit que quelqu'un a gradué en juin 2023, OK? Ça, c'est leur année de graduation. Ils ont 1 année de grâce. Alors, ils peuvent aller au cégep pendant 1 année, ils peuvent jouer et partir après. OK?
Si quelqu'un reste une deuxième année, mais ne gradue pas, ça veut dire qu'il utilise un de les années d'éligibilité aux États-Unis. Mhm. Quand un jeune se diplôme pour une deuxième fois, okay, avoir un DEC ou avoir le diplôme de 12e année, ça veut dire que leur année de graduation bouge de juin 2023 jusqu'à la deuxième année de cégep. OK. Et si quelqu'un fait une troisième année de cégep, c'est leur troisième année de cégep, c'est leur année de grâce. OK. Mais c'est important d'avoir le deuxième diplôme. OK. Puis aussi, je me demandais, c'était quoi comme le timeline que tu suggères pour comme faire les tests SAT? Parce que souvent, ils vont pas être recrutés nécessairement comme il faut qu'ils se prennent d'avance, mais comment, comme, dès que tu fais le test comme en janvier, comme ça, s'ils sont recrutés pour l'année d'après, ou je sais pas. Oui, moi, je leur conseille de prendre l'examen. S'ils veulent aller aux États-Unis, c'est de prendre l'examen dans leur première année de cégep. Ça, c'est le processus. Comme quand qu'ils commencent à avoir un vidéo, un highlight vidéo ou qu'ils commencent à contacter les coachs ou aller jouer dans les tournois aux États-Unis, c'est en même temps, c'est avoir... Parce que la première question quand un coach va leur parler, c'est le coach va avoir l'intérêt aux athlètes. Puis après, la deuxième question, ça va être c'est quoi ton GPA et c'est quoi ton examen SAT? Alors, si l'athlète leur répond « j'ai pas pris l'examen », ça montre à l'école qu'ils ne sont pas vraiment intéressés à le processus. Parce qu'un athlète américain ne va jamais dire « je n'ai pas pris l'examen ». Michel? OK. Allô? Allô? J'avais une question. Ça l'a changé pour le cégep parce que c'était pas comme ça avant. Parce que moi, j'ai fait 2 ans, j'avais une technique de faire 3 ans au cégep. Après 2 ans, j'ai décidé d'aller aux États-Unis, puis j'ai pas perdu aucune éligibilité. Donc, c'est quelque chose qui a changé dans les dernières années. Oui. OK. J'avais une autre question. Je renforce le point, là, par exemple, sur le ACT, là, parce que quand tu commences à parler comme tu disais, là, les choses américaines, c'est la première question. Moi, c'est la première question qu'ils m'ont toujours posée, c'est est-ce que tu as fait ton ACT? Puis c'est quand même, comme tu disais tantôt, un examen assez complet, assez stressant, parce que la plupart des étudiants on ne vit pas un examen comme ça avec vraiment un temps limite et tout. Là. Mais dans le fond, je voulais juste savoir pour le cégep, qu'est-ce qu'il en était, là, parce que dans ma tête, c'était pas comme ça. Puis là, je viens de voir que ça a changé. Donc, je vais faire attention à ce que je dis maintenant aux jeunes. Merci. Oui, mais Michel, il y a des cas où un athlète peut faire 2 années de cégep et il va avoir toutes leurs années d'éligibilité, mais ça, c'est avec un waiver, OK? Mais les règlements, comme moi, je parle aux athlètes, je ne veux pas leur parler d'un backdoor. Je veux vraiment leur décrire c'est quoi les exige, OK? En tant que tout le monde, parce qu'on ne sait jamais si l'école ou le centre d'éligibilité va leur dire oui, on accepte le waiver, OK? Peut-être pour toi, t'es vraiment athlète, niveau athlète élite et l'école avait vraiment besoin de ton position dans ce sport-là et eux autres ont appliqué pour un waiver au centre d'éligibilité et toi, tu n'avais même pas été conscient de tout le processus. OK, ça se peut. Je ne suis pas consciente du tout. Puis même que, tu vois, quand je suis allée là-bas, ben, tous mes cours de français, on avait des cours de français et autres langues à faire, ben moi, j'avais été créditée. Là. On s'entend que la deuxième langue, je l'avais déjà. Là, fait que ça m'avait donné la chance de pouvoir faire 2. Dans le fond, j'ai fait 2 bacs en 4 ans. Oui. Dû à ça, là. Mais ouais, tu as peut-être raison. Ils ont peut-être demandé un waiver. Je n'étais pas consciente de tout ça. Oui, mais moi, j'aime pas dire aux familles qu'il y a des waivers. J'aime vraiment dire c'est quoi exactement les règlements. Et si peut-être c'est un athlète qui est recruté tard dans le processus et on pourrait parler de waiver. Et pour l'examen SAT, nous autres, on offre un cours préparatoire pour les athlètes. OK, alors des fois, on leur montre c'est quoi exactement. C'est tous des francophones qui viennent dans le cours préparatoire. C'est un cours de 5 semaines.
1 heure, 5 sessions, puis ça leur introduit l'examen. Je trouve qu'ils sont un petit peu moins stressés à prendre l'examen après qu'ils ont pris notre cours préparatoire. C'est sûr que je le recommanderais aux personnes de le faire. C'est un examen qui se fait très bien, mais pour nous qui, comme je dis, qu'on n'a jamais vécu, c'est quelque chose de différent, mettons. Oui. Amy, j'ai 2 autres personnes qui ont la main levée, mais comme il est 13 heures, je suis consciente qu'il y a certaines personnes qui doivent peut-être être retournées au travail, donc je prendrai peut-être les 2 dernières questions, puis après, on terminerait. C'est Annie? Oui, en fait, vous avez répondu à ma question. En fait, il existe un cours préparatoire, c'est ça. C'est là où je me disais, si ça existe, ça serait vraiment bien. Et alors, si on veut vous rejoindre pour des questions, si toutefois des étudiants voudraient s'inscrire à votre cours préparatoire, quelles sont vos coordonnées où on pourrait vous rejoindre? C'est ici. Et aussi, je crois que Geneviève, est-ce que vous allez envoyer un courriel avec mes coordonnées? Oui, certainement, je peux faire ça tout de suite après. Et puis moi, j'aurais une dernière question, Amy. Un athlète qui a perdu une année d'éligibilité, puis qui est inscrit à un bac de 4 ans aux États-Unis, mais la dernière année, il ne fait plus partie de l'équipe puisqu'il n'y a plus d'année d'éligibilité. C'est quoi ses options? Mais aussi, on n'avait pas parlé de comme, il y a des cours de cégep qui, des fois, sont crédités aux États-Unis. Alors, on a beaucoup de jeunes qui peuvent finir leur bac en 3 années aux États-Unis. Alors, ça marche. Sinon, des fois, les universités décident de leur offrir un scholarship quand même, si c'est vraiment quelqu'un qui amène quelque chose à l'équipe. OK? Sinon, ils retournent ici au Canada, leurs crédits sont transférés à une université ici au Canada et ils finissent leur bac ici au Canada. Super. Écoute, j'ai peut-être une dernière question de Mireille, puis après ça, j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient là, pour la présentation. Elle sera envoyée via notre infolettre dans les prochaines semaines. Autrement, on la mettra sur le site La Base, sur le site de l'Alliance par études dans la section Étudier à distance. Mais Mireille, je te laisserai conclure avec ta question. Merci, je m'excuse. Geneviève, moi, je peux rester un petit peu s'il y a d'autres questions aussi, ça ne me dérange pas. Assurément. Sinon, autrement, à toutes les autres personnes qui sont venues, je vous remercie beaucoup de vous être joints à nous. Puis un grand merci, Amy, d'avoir présenté tout ça. Puis je pense que tu as clairement répondu à plusieurs questions qui étaient « ça dépend ». Fait que là, je pense qu'il y en aura pas mal moins à ce moment-là. Fait que à toutes les autres personnes, merci beaucoup. Puis ceux qui veulent rester encore quelques minutes, là, sans problème, on peut continuer. Oui.